Bienvenue à cette vidéo. L'article que je vous présenterai vise à préciser la place de la greffe de cellules hématopoïétiques dans le traitement de la myélofibrose maintenant que le ruxolitinib est disponible. Bien que l'inhibition de JAK1/2 est efficace pour limiter la symptomatologie causée par la sphénomégalie et les autres symptômes causés par la myélofibrose, ce ruxolitinib n'est pas curatif et ne réduit pas le risque de transformation leucémique. À ce jour, seule la transplantation de cellules hématopoïétiques permet d'obtenir une guérison. Comme vous le savez, la greffe est compliquée de morbidité et aussi d'un risque de mortalité. La place de la greffe pour myélofibrose reste l'objet de discussion, comme celle que nous avons eue lors du SAF du 18 septembre dernier. D'abord, un bref rappel sur le ruxolitinib. Cette diapositive montre les résultats de l'étude randomisée du ruxolitinib versus placebo dans la myélofibrose. Prenons le panneau supérieur. Il existe chez 43% des patients une réduction du volume de la rate d'au moins 35%. Pour ce qui est des symptômes, encore panneau supérieur, 46% des patients sous ruxolitinib auront rapidement, en déant les 4 semaines, une amélioration de leurs symptômes généraux. Toutefois, la durée de la réponse à la médication reste encore impossible à prédire. La maladie qu'est la myélofibrose est très hétérogène, avec des patients asymptomatiques pendant plus de 10 ans, alors que d'autres patients auront une maladie rapidement progressive, menant au décès en 1 à 2 ans. Avant d'entamer un traitement potentiellement hasardeux, il y a donc lieu d'évaluer le pronostic. Un score pronostique au diagnostic bien validé est celui décrit par Cervantes, mieux connu comme IPSS, qui est l'acronyme de International Prognostic Scoring System. Ce score dépend de 5 facteurs, chacun d'une valeur de 1 point. Ces facteurs sont un âge de plus de 65 ans, l'anémie, la leucocytose, une blastose sanguine supérieure à 1% et l'existence de symptômes généraux. Toutefois, la maladie est évolutive de manière variable et le pronostic change avec l'évolution de la maladie. Ceci a mené à l'introduction du DIPS pour Dynamic IPSS qui prend en ligne de compte les facteurs de pronostic de l'IPSS durant l'évolution. Le développement d'une anémie s'est montré un facteur de pronostic particulièrement néfaste. Son poids devient 2 dans le score DIPS, les autres facteurs de pronostic restant à une valeur de 1. D'autres facteurs de pronostic défavorables ont été mis en évidence, à savoir la thrombopénie inférieure à 100 000 par microlitre, la cytogénétique et les besoins transfusionnels. Si l'on inclut ces 3 derniers facteurs dans le DIPS, nous aurons le score DIPS+, mais ce dernier score n'a pas encore été validé dans des études prospectives. Il y a donc 4 groupes à pronostic différents, des patients à bas risque, des patients à risque intermédiaire 1, des patients à risque intermédiaire 2 et finalement des patients à haut risque. Les patients à score intermédiaire 1 ont 1 à 2 facteurs, ou plutôt points de mauvais pronostic. Les patients à risque intermédiaire 2 ont 3 à 4 points de mauvais pronostic, alors que les patients à haut risque cumulent 5 à 6 points de mauvais risque. Cette diapositive vous montre la probabilité de survie en fonction du DIPS. Pour les patients
à bas risque, la médiane de survie n'est pas atteinte. Pour les patients intermédiaires 1, c'est-à-dire des patients avec 1 ou 2 points de mauvais pronostic, la survie médiane est de 15 ans. Cette survie médiane est de 48 mois chez les patients à risque intermédiaire 2, c'est-à-dire ceux avec 3 ou 4 points de risque, et elle n'est que de 18 mois pour les patients à haut risque qui cumulent 5 à 6 points. Pour ce qui est du risque de transformation leucémique, voici des courbes de probabilité de survie sans transformation leucémique. Le DIPS ici est aussi prédictif. Les patients à risque intermédiaire 2 et les patients à haut risque ayant une transformation de leucémique de respectivement 7 et 25 fois plus élevée comparé au risque de transformation leucémique des patients dits à faible risque. À signaler ici que la cytogénétique, une thrombopénie inférieure à 50 000 et la blastose supérieure à 2% au diagnostic sont également des facteurs de prédiction de la transformation leucémique. En biologie moléculaire, à l'heure actuelle du moins, rien ne ressort de manière solide pour le pronostic, sauf une mutation IDH qui serait plus fréquente chez les patients qui développeront une transformation plastique. Une cytogénétique anormale est observée chez 35 à 43% des patients avec myélofibrose au diagnostic. Basée sur une étude de 433 patients, deux catégories cytogénétiques ont été mises en évidence avec chacun une incidence pronostique. D'une part, les patients à cytogénétique favorable et d'autre part, les patients avec cytogénétique défavorable. Comme vous le constatez, il existe une nette différence de survie entre les deux catégories. La survie médiane des patients à risque favorable étant de 5,2 années, alors qu'elle n'est que de 2 ans chez les patients avec une cytogénétique défavorable. Comme déjà dit, la cytogénétique est également un facteur de pronostic quant à la transformation en leucémie de la myélofibrose. La survie médiane sans transformation blastique étant de 93% chez les patients avec cytogénétique favorable, alors que 50% des patients avec cytogénétique défavorable ont une transformation blastique à 5 ans. Nous passons maintenant au traitement, avec d'abord brièvement un mot des traitements conventionnels, multiples, mais souvent mal documentés et peu confirmés. Une médication classique est l'hydroxyurée, qui donne une probabilité globale d'amélioration de 40%, avec une durée médiane de cette amélioration qui est de 13 mois. Cette amélioration est marquée pour la disparition des symptômes généraux et il y a également chez la moitié des patients une amélioration de la splénomégalie. Chez les rares patients avec douleur osseuse, la médication est efficace, tout comme elle peut être efficace chez les quelques patients qui ont un prurite rebelle. La leucocytose diminue, de même que la thrombocytose. Toutefois, le risque d'anémie ou de pancytopénie est de 45%. Venons-en maintenant à un chapitre important, la greffe pour myélofibrose. Il y a d'abord lieu de dire que la plupart des études de l'allogreffe pour myélofibrose sont rétrospectives, hormis deux. Ceci limite un petit peu la valeur des études pour allogreffe dans le cadre de la myélofibrose.
Les premières transplantations avec conditionnement myélo-ablatif ont été marquées par une mortalité élevée, mais avec néanmoins une probabilité de survie à long terme d'environ 30%. Ces études ont surtout montré que la splénomégalie et la fibrose médulaire pouvaient disparaître chez une proportion importante de patients chez qui la greffe était efficace. Le nombre de greffes pour myélofibrose augmente, comme montré par ce travail de l'IBMTR qui montre 3 périodes successives entre 1997 et 2008. Comme vous le voyez ici en bleu, le nombre de patients greffés à un âge entre 50 et 59 ans augmente très fort, ceci vraisemblablement suite à l'introduction des greffes à conditionnement réduit, tout comme dans la catégorie en pourpre, c'est des patients qui sont âgés de plus de 60 ans, là encore, le nombre de greffes augmente de manière importante. Pour ce qui est des greffes avec donneur non apparenté, c'est le panneau inférieur, en vert, vous voyez que les greffes avec donneur non apparenté augmentent en nombre, tout comme, c'est en orange, le nombre de patients avec donneur familial compatible, eh bien là, le nombre greffé augmente également. Maintenant, les résultats des greffes. Ce rapport portant sur 170 patients greffés tant avec conditionnement myélo-ablatif que non myélo-ablatif à Seattle montre une survie sans progression de 50%. La mortalité liée au traitement est également de l'ordre de 50%. La probabilité de rechute dans cette étude est relativement faible. Elle se situe à 15%. Dans ce travail, les facteurs de pronostic avant greffe restent l'âge et l'index de comorbidité. D'autres facteurs de pronostic avant greffe sont encore controversés, comme la blastose circulante, la cytogénétique, la splénomégalie, le degré de fibrose médulaire, la leucocytose, la thrombopénie et le status JAK2. Néanmoins, pour ce qui est du pronostic, le score DIPS avant greffe garde sa valeur pronostique. Avec un score DIPS bas, c'est-à-dire risque bas et intermédiaire 1, la survie médiane n'est pas atteinte, alors que cette survie médiane est de 7 ans pour le groupe intermédiaire 2 et de 5 ans pour les patients à haut risque. Cette étude met en évidence le dilemme de la transplantation pour myélofibrose. Ceux qui ont une transplantation en début de maladie ont le plus de chances de guérir, alors que ces mêmes patients sont ceux qui ont le moins de nécessité d'être transplantés parce que le risque de décès ou de transformation leucémique est très faible. D'autre part, ce travail montre qu'avec le temps, soit l'intervalle entre diagnostic et greffe, les résultats de la greffe deviennent moins bons. Un autre travail, une étude allemande, portant aussi sur les patients atteints de myélofibrose et traités par allogreffe, et ici tous avec conditionnement d'intensité réduite à base de fludarabine et de busulfan, montre 3 facteurs de pronostic défavorables. L'âge supérieur à 57 ans, l'absence de mutation JAK2 et l'existence de symptômes généraux. Si les 3 facteurs de pronostic défavorables sont réunis, le risque de mortalité est augmenté de 16 fois. Parlons maintenant des facteurs qui augmentent les risques de la greffe pour myélofibrose.
Il y a d'abord la toxicité hépatique précoce avec fréquence importante de la maladie véno-occlusive du foie. Cette maladie véno-occlusive pourrait être en rapport avec une hypertension portale méconnue et asymptomatique, d'où l'intérêt d'effectuer un examen par échodoppler avant greffe. Une non-prise de la greffe ou une perte tardive du greffon existe chez 5 à 25% des patients. Il est possible que le taux de TNF-alpha circulant élevé, qui est rencontré chez les patients avec myélofibrose, pourrait favoriser cette absence de prise du greffon. La maladie du greffon contre l'hôte aiguë est plus fréquente chez les patients greffés pour myélofibrose, peut-être aussi à cause du rôle aggravant des cytokines circulantes. La splénectomie avant transplantation permet indiscutablement d'observer une récupération hématologique plus rapide. Pour ce qui est de la survie et la probabilité de rechute, les données sont encore conflictuelles. L'opération comporte un risque de complications périopératoires de l'ordre de 28% et le risque de mortalité lié à l'intervention est estimé à 7%. Devant la fréquente efficacité du ruxolitinib pour limiter le volume de la rate et devant le risque de complications, la splénectomie avant greffe devrait être d'un intérêt limité. Maintenant, comment est-ce que la disponibilité du ruxolitinib influencera-t-elle la transplantation pour myélofibrose? Les algorithmes ont été présentés dans l'article. Je vous présente éventuellement de les consulter. Le message de l'algorithme sur une planche étant dense et indigeste, et c'est largement du bon sens qui est éclairé par ce que je vous ai présenté. Une question importante est le rôle du ruxolitinib avant greffe. En principe, mais cela reste à prouver, la thérapie par ruxolitinib permet de lever certains obstacles à la transplantation, comme la splénomégalie et les symptômes constitutionnels. Ceci permettrait une plus rapide récupération hématologique et devant un taux de cytokines circulantes moindre, moins d'échecs de la prise de la moelle et moins de maladies du greffon contre l'hôte. Toutefois, l'impact négatif possible du ruxolitinib sur la récupération hématologique et le fait que l'arrêt de la médication peut être suivi d'une explosion de la symptomatologie et d'une majoration de la splénomégalie doivent être gardés à l'esprit. La façon optimale d'interrompre le ruxolitinib avant greffe, progressivement ou immédiatement avant le conditionnement, n'est pas établie. Tout comme il reste inconnu comment le ruxolitinib influencera les scores de pronostic. Ceci nécessitera des études prospectives. Finalement, selon les recommandations de l'European Leukemia Net, la transplantation devrait être rapidement proposée si la survie anticipée est inférieure à 5 ans, c'est-à-dire chez des patients à risque intermédiaire 2 et élevé. Les patients qui ont des besoins transfusionnels, et ceux avec une probabilité de transformation leucémique à 3 ans de 35% et plus, devraient également être candidats à la transplantation. Les patients non éligibles pour transplantation, à risque intermédiaire ou élevé, sont des candidats au traitement par inhibiteur JAK1/2, surtout s'ils sont symptomatiques. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une éventuelle discussion stimulante et une bonne après-midi.